Bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau pour un débat consacré à la rentrée sportive, une rentrée qui va se dérouler sur fond de Covid-19, une rentrée donc difficile pour tous les clubs. Il va falloir s'adapter à cette contrainte. Comment concilier la pratique du sport et les gestes barrières? Cette crise aura-t-elle un impact sur le nombre des licenciés? Quelles peuvent être les conséquences économiques sur les clubs professionnels ou amateurs? Et puis cette crise aura-t-elle déclenché des pratiques nouvelles, durables? On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marion Desroulettes. Vous êtes coach sportif. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Saïd N'Jini, vous êtes le président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de football. En direct depuis Pau, le président de la section paloise, Bernard Pontenot, bonjour. Et enfin, Christophe Lepetit, vous êtes économiste du sport. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Alors malheureusement, la rentrée sportive va se faire sur fond de Covid-19. Le virus est toujours là. Saïd N'Jini, vous avez un protocole sanitaire pour cette rentrée, mais est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux? Est-ce que tous les clubs vont reprendre ou vont pouvoir reprendre? Alors, le protocole initialement proposé à nos clubs de football était malheureusement inadapté aux exigences de l'Agence régionale de santé, qui est notre décideur en quelque sorte. Donc, depuis lors, nous nous appliquons à respecter les exigences de l'ARS. C'est assez difficile puisque dès lors qu'il y a un cas positif, l'ARS est en mesure de déterminer quels sont les cas contacts. Et si jamais il y a beaucoup de cas contacts, il s'avère qu'on est contraint pour l'instant de reporter les rencontres. D'accord. Et là, actuellement, il y a beaucoup de matchs reportés? Alors, on en a déjà reporté une quarantaine, parce qu'à partir du moment, si vous voulez, où notre protocole n'était pas vraiment applicable et que c'est plutôt l'ARS qui est décisionnaire, c'était difficile pour nous de dire aux clubs qu'ils étaient mis au forfait. Donc, on a préféré reporter dans un premier temps. Et maintenant, on s'attache à déterminer avec le plus de précision possible un protocole acceptable par l'ARS, de telle façon à ce que, bon an, mal an, on puisse avoir une compétition qui ressemble à quelque chose. D'accord, parce qu'il y a un protocole de la Fédération française de foot qui a été signé avec les autorités sanitaires, qui n'est pas le même, qui ne s'applique pas de la même façon pour les ligues. Alors, en tout état de cause, nous, on se réfère à notre ARS régionale. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour que ça soit en fait un peu difficile à appliquer localement. Toujours est-il que le plus important pour nous, c'est d'être pragmatique et de pouvoir, avec l'ARS régionale en direct, pouvoir avoir quelque chose d'acceptable par leurs soins. D'accord. Président Pontenot, c'est un peu la même chose. Vous allez démarrer cette saison avec ces contraintes. Alors j'allais dire peut-être supérieures, parce que le rugby, c'est quand même un sport de contact où on s'enlace, on se plaque, on se touche. C'est peut-être encore plus compliqué pour vous? Oui, on peut le dire comme ça, mais enfin, je pense que c'est la même chose, hein. Le process est le même, que ce soit pour le football, le foot, au fait, tous les sports collectifs. Il y a de toute façon une promiscuité, un partage de vestiaires. Il y a tout un tas je dirais, d'actes autour d'un match qui sont pas compressibles, qui sont pas, disons, dominés. On peut mettre des masques, on peut faire tout ce qu'on veut jusqu'à l'entrée sur le terrain, mais ça s'arrête là. Bon, les protocoles sont beaucoup plus complexes que ça, hein. Je veux dire, on a des protocoles qui disons, s'affinent et s'améliorent au fil du temps, mais en fait, ça tourne toujours au niveau de règles que tout le monde sait. Nous, à titre personnel, que ce soit les joueurs, le staff, président inclus, on se plonge dans des bulles. Ces bulles-là sont à M-3, à M-5. En gros, on est avec la compétition à 2 tests par semaine, quoi, sur l'échelle de 7 jours. Donc, et je parle pas justement des cas contacts et des choses comme ça. Après, j'ai entendu, oui, effectivement, les ligues ont négocié avec les ministères des protocoles qui ont été acceptés. Et il y a parfois, effectivement, une appréciation locale au niveau de l'ARS qui peut être différente. Ça a été le cas à Grenoble, par exemple, mais l'ARS est revenu dessus. Donc là, il y a effectivement, je dirais, un calage à faire et les ministères sont parfaitement au courant de ça. Bon. Qui est aussi une responsabilité locale par rapport à une situation donnée. Il ne faut pas quand même non plus s'en étonner, parce que c'est quand même, cette affaire-là, c'est qu'il y a quand même un peu de pilotage à vue. Mais ça engendre toute la complexité qu'aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui, je suppose. Oui, pour faire un état des lieux sanitaires de votre club, président Pontenot, il n'y a pas de cas chez vous, pour l'instant, tout va bien? Ouais, écoutez, oui, ça tourne autour, il y a des cas, mais on n'est pas dedans. Donc, mais ça, écoutez, il faut garder son humilité là-dessus, parce que je pense qu'on y passera tous, quoi. Donc, voilà, on a des clubs amis et des collègues.
pense à Paris, par exemple, il y a eu quelques cas dans l'un des clubs. Voilà, c'était pas trop grave, il n'y en a eu que 2. Ça a été géré. Par contre, l'autre club, ça a été beaucoup plus, je dirais, global. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Et malheureusement, je crois qu'à l'heure actuelle, au top 14, il y a eu que 4 clubs non épargnés. Que ce soit avant le début ou tout de suite au début du championnat, avec quand même sur le top 14 uniquement un match reporté et un match sur lequel on n'en connaissait pas, je dirais exactement la date du coup d'envoi ou voire même l'heure du coup d'envoi, qui était le Clermont-Toulouse qui a finalement eu lieu après test, je dirais la veille quoi. Donc on va vivre comme ça, et ça va être très très problématique pour les déplacements des équipes, pour les matchs à la maison, pour les organisations. Enfin bref, il n'y a pas que le contexte sportif, il y a aussi tout ce qui chemine et qui va autour de l'événement sportif et qui est la rencontre sociale organisée qui est le sport. Ouais. Et ça, c'est un gros souci. Bien sûr, on va y revenir tout à l'heure. Si vous me permettez, Président, je voudrais donner la parole à Marion Desroulettes. Je rappelle que vous êtes coach à la fois en salle et coach aussi en individuel. Alors, ces salles, elles ont réouvert, Marion, après avoir été fermées, souffert aussi, puisqu'elles ont été ouvertes après le premier déconfinement. Où en est-on aujourd'hui dans les salles? Le public est revenu, les sportifs sont là dans les salles? Il y a plusieurs profils en fait. On ne peut pas dire que les salles ont repris leur activité à 100% comme avant, ce serait vraiment mentir. D'abord parce que les protocoles sanitaires étaient extrêmement restrictifs et le sont toujours vis-à-vis des douches, vis-à-vis de l'espacement individuel. Donc il y a beaucoup de machines par exemple qui sont fermées les unes à côté des autres. Donc, du coup ça limite énormément le nombre de personnes par rapport à avant. En revanche, il y a des structures, je pense, qui ont plutôt émergé, qui déjà avant le Covid étaient déjà dans le petit groupe, entre guillemets, tels que les box de CrossFit ou les petits studios de coaching, qui, eux, par contre, ont enregistré une très hausse de fréquentation, là notamment à la rentrée. Donc je pense que le profil, en fait, est en train de se structurer et les gens ont envie de faire du sport, mais un peu différemment. Oui, parce qu'on verra que malgré cette crise, on a vu que les Français voulaient faire du sport à tout prix. On y reviendra. Christophe Lepetit, est-ce qu'on a déjà vu un phénomène aussi important en termes de conséquences économiques pour le sport? Je pense que le dernier phénomène de cette ampleur, ça doit être la Seconde Guerre mondiale. Non, très, très objectivement, je pense qu'on vit un tsunami économique sans précédent. Le sport a été mis totalement à l'arrêt pendant plusieurs mois durant le confinement. Donc on a eu une fin de saison 2019-2020 très compliquée, avec des gens qui du jour au lendemain ont dû cesser leur pratique sportive, avec des clubs professionnels qui ont dû cesser d'organiser les matchs, tout en ayant pour certains des charges qui continuent à courir à des niveaux élevés. Alors justement, grâce là à des dispositifs de soutien de l'activité économique, que ce soit l'activité partielle, que ce soit les prêts garantis par l'État, et puis des négociations aussi entre les employeurs et les salariés, on a eu une saison qui a pu être relativement amortie, saison 2019-2020, mais effectivement, et comme ça a été rappelé par les 3 interlocuteurs précédents, on a une saison 2020-2021 qui va être extrêmement compliquée. Il y a déjà eu des grosses pertes de chiffre d'affaires sur la saison dernière, et les perspectives de reprise avec le côté amateur, le retour des pratiquants dans les clubs, quand on sait que les cotisations représentent 42% en moyenne des recettes d'un club, c'est un vrai sujet. Si les pratiquants ne sont pas là, il va y avoir des clubs qui vont être en grande difficulté. Et puis pour le sport professionnel, et en particulier le rugby, je pense que cette limitation de jauge à 5000 spectateurs, sauf dérogation préfectorale, est un vrai sujet également d'inquiétude pour le rugby professionnel et plus largement pour le sport professionnel dans son ensemble. Alors justement, Saïd Ndjimi, on entend ce que dit Christophe Lepetit, difficile, on parlera de l'aspect économique, ce qui est fondamental. Sans doute que les clubs peut-être vont beaucoup souffrir, à la fois professionnels et amateurs, mais sur le plan strictement sportif, aujourd'hui vous êtes contraint par un règlement, l'ARS. Est-ce qu'il faudrait, vous êtes en négociation, est-ce qu'il faudrait faire évoluer les choses? Qu'est-ce que vous demanderiez aux autorités de santé publique pour, au fond, j'allais dire, un peu trouver une négociation qui soit à la fois utile et possible pour le sport? Alors d'abord indiquer à nos clubs amateurs qu'il convient d'être extrêmement sérieux quant au respect des gestes barrières. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, on s'en est rendu compte. Y compris au plus haut niveau, Saïd Ndjimi. Alors je l'espère moins au plus haut niveau, puisque les gens sont convaincus que c'est véritablement leur activité professionnelle qui est en jeu, donc je les espère beaucoup plus sérieux. Je ne dis pas que nos clubs amateurs ne sont pas sérieux, je dis que la vie de tous les jours, quand on est jeune, quand on a 19-20 ans, c'est pas forcément évident de considérer qu'il faut tout fermer.
afin de protéger le contexte du club. Mais c'est la première chose que je voudrais dire, c'est demander à nos clubs d'être extrêmement sérieux et stricts sur les respects des gestes barrières, et ensuite à nos organismes de tutelle, l'ARS en particulier, je l'espère, de nous faire confiance, eu égard à ce respect et à ce sérieux inhérent au club amateur, de telle façon à ce qu'on trouve un cheminement pour nous permettre de faire la compétition. On parlait tout à l'heure de budget. C'est vrai qu'un gros tiers représente, c'est les licences, mais il y a les buvettes. Et dans nos petits clubs modestes, en particulier dans la ruralité, si jamais les buvettes ne fonctionnent pas, c'est une saison qui risquera effectivement d'être difficile. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont les clubs amateurs qui pourvoient aux clubs professionnels. Donc on est un peu tous dans la même barque, en quelque sorte. Bien évidemment, les clubs amateurs, les amateurs n'ont pas la chance, si c'est une chance, d'avoir accès aux tests très réguliers. Et c'est parfois une galère pour arriver à se faire tester. Donc vous imaginez tous les reports qui peuvent s'en suivre. Donc on espère vraiment, pour répondre à votre question, donc à la fois un grand sérieux, et puis de l'autre côté, nous l'espérons... Une négociation un peu plus cohérente pour l'exercice du sport. Alors je dirais pas cohérente, je dirais que c'est à nous de nous adapter aux exigences du contexte médical. En clair, si l'ARS nous dit A, on fera A. Ce qu'on souhaite, nous, c'est essayer de lui démontrer qu'on est capable de faire A de manière extrêmement stricte. C'est ça. Justement, Bernard Montenot, on parle justement plutôt de raisonner en joueur valide plutôt qu'en joueur qui... le virus, c'est 3, je crois, le chiffre là qui est imposé par l'ARS. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux justement de raisonner en termes de joueurs valides ? Oui, bien sûr, ça arrangerait tout le monde, mais la problématique, elle n'est pas là. Il y a quand même un point d'interrogation médical et là, ça engendre quand même énormément de problèmes et d'éthique sur le fond, parce qu'on sait tous qu'il y a un délai, je dirais, de test pour voir la propagation, c'est en gros 5 jours, donc on a quand même ce problème de régulation. Je veux dire, vous pouvez avoir des joueurs valides le mardi et positifs au moment du match le samedi, donc la problématique elle est là. Non, ce qu'il faudrait probablement pour diminuer justement les délais, d'abord il y a 2 accès au niveau des tests et au niveau, c'est de l'agilité. L'agilité, on ne pourrait la trouver que dans un format de test, par exemple les tests salivaires, mais malheureusement c'est pas encore, je dirais, à l'ordre du jour et tout à fait, je dirais, prouvé dans son efficacité. Mais je pense qu'il faudrait s'y pencher parce que pour le sport, ça serait quand même une solution. Avec les tests salivaires, on parle de tests et de résultats 1 heure après. Donc là, ça permettrait quand même beaucoup d'agilité. Et comme de toute façon, il faut piloter à vue, je pense que ça pourrait... Et puis aussi, baisse des coûts sur les tests salivaires, donc ça pourrait aussi servir les amateurs. Voilà, donc il faudrait voir ça. Alors moi, je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit en termes de désastre économique. Et je dis désastre, c'est pas un mot choisi, c'est le vrai mot. Ça a été bien énoncé par Christophe Lepetit de manière globale. En matière de rugby, je peux en témoigner. Je veux dire, nous, on a fait un prévisionnel. Ce prévisionnel, on disait on va perdre en gros 30% du partenariat et on va perdre en gros 20% de billetterie. Bon. Ces chiffres sont d'ores et déjà confirmés, je dirais, par rapport justement aux jauges partielles et aussi de toute façon par rapport à l'impact Covid. Je dirais ça, c'est une donnée économique de base. Donc ça fait 50% du budget en moins, c'est ça, Président, par rapport à une année normale. Ouais, disons en gros 35, mais il y a des gens qui ont été un peu optimistes, je vous le cache pas. Après, on a des partenaires fidèles, tous les sports ont des partenaires fidèles, je dirais qu'ils les soutiennent. Il y a cet esprit quand même de solidarité. Bon, enfin, vous savez, ils l'ont déjà fait en fin d'année dernière, c'est compliqué de leur demander 2 fois. Surtout que là, on va faire face bientôt quand même à une crise économique, donc ça se sentira dans la consommation. Après, la gêne et l'inertie relative à cette situation aussi de crainte, je ne vous cache pas que ceux qui pensent même avec des jauges complètes les récupérer totalement, ça n'arrivera pas, parce qu'il y a un sentiment de crainte qui a été bien popularisé, qui a été bien injecté dans l'opinion. Et il y a tout un tas de facteurs d'impact qui feront que cette année sera une année excessivement compliquée économiquement. Pour le sport en général, le rugby bien sûr, parce que nous en plus on a notre modèle propre.
On a nos modèles propres qui est, vous le savez tous, en gros les droits télé c'est 15 à 20% suivant les clubs, et etc. pour le reste. Donc voilà, donc la problématique, moi je la vois, et je fais pas de pessimisme, je suis un éternel optimiste, au contraire, mais il faut être froid et réaliste, et l'impact sera très dur, très dur. Ouais. Justement, Christophe Le Petit, est-ce que le président Pontenot en parlait? Est-ce qu'il y a un risque que certains sponsors se retirent compte tenu de cette crise? C'est un risque qu'on évoque, que le président évoque, c'est possible? Oui, bien sûr, c'est évidemment possible. Il faut bien comprendre que les sponsors, ce sont des entreprises. Certaines sont de très grosses entreprises, des très grands groupes internationaux. Je pense que Pau, ils ont la chance, je pense que c'est une chance d'être soutenu par Total. Mais beaucoup de sponsors, y compris dans les clubs professionnels et encore plus dans les clubs amateurs, sont des TPE ou des PME, des commerçants locaux, des gens qui ont souffert énormément de la crise, qui vont souffrir encore beaucoup de la crise parce que les Français, certains malheureusement, vont perdre leur emploi, donc il va y avoir des difficultés sur la consommation, etc. Donc la conjoncture économique n'est pas bonne. Quand on est dans ce contexte-là, il est évident qu'un sponsor, quand bien même il est très attaché au club, et je pense que les sponsors globalement sont très attachés au club qu'ils soutiennent, eh bien, les sponsors peuvent être amenés soit à ne pas renouveler leur engagement, et là il y avait déjà des signes en début de confinement qui allaient vers cette tendance-là, soit à essayer de négocier des rabais, et donc là c'est un moindre mal quelque part, parce qu'on garde quand même un niveau de sponsoring, mais c'est vrai que c'est une ligne de recette qui va aussi être affectée, quand bien même les sponsors sont très proches de leur club. Alors Zinedine N'Jimi, évidemment, vous allez naviguer à vue, comme le dit le président Pontenot, donc avec évidemment parfois des incertitudes et souvent des décisions au dernier moment. Est-ce que vous auriez préféré, au fond, qu'on mette un terme à cette saison ou qu'on reporte la saison de quelques mois pour clarifier un peu la situation? Ça serait extrêmement difficile parce qu'en fait, une année, une seule sur le contexte sportif n'a pas grand sens ou n'est pas très importante. Mais fermer boutique pendant un an, c'est mettre en difficulté l'ensemble de l'écosystème du foot amateur, du rugby professionnel, récupérer nos licenciés la saison prochaine. Parce que soit ils partiront probablement sur un autre sport, si tant est qu'ils puissent en pratiquer un, soit ils se seront désintéressés clairement de la pratique sportive. Donc il faut absolument qu'on arrive à maintenir en vie du mieux que l'on pourra cet écosystème, qu'il soit professionnel ou amateur. Et tout ce qui a été dit est vrai. Les échelles sont juste un peu différentes pour les amateurs, mais les pertes de partenaires seront encore plus importantes chez les amateurs que chez les professionnels. En tout cas, c'est ce que je souhaite aux professionnels, dans le sens où effectivement, c'est des petits artisans, des toutes petites entreprises qui donnent 300, 400, 500 euros. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes sujets, mais par contre, si jamais un nombre de licenciés important nous quitte, ça sera très difficile. J'ajoute à ça que la majeure partie de nos dirigeants sont des bénévoles, plutôt d'un certain âge, sans que ça soit péjoratif. Et aussi fou que ça puisse paraître, ils sont la cible, ou en tout cas la catégorie de population qui est la plus à risque. Donc on est vraiment à la croisée des chemins et il va falloir être solide. C'est pour ça que, pardonnez-moi, je le répéterai peut-être très souvent, il faut absolument qu'on soit sérieux et que l'ensemble de nos licenciés soient très attentifs à l'extérieur du club, de telle façon à ce que les institutions puissent survivre pendant cette saison particulière. Alors justement, c'est peut-être un peu le paradoxe, parce que évidemment, il y a la crainte que vous perdiez des licenciés dans les clubs, on y reviendra. Et puis il y a aussi le fait que cette crise du Covid, elle a aussi montré que les Français avaient besoin de faire du sport et qu'ils ont fait du sport, coûte que coûte. Alors Marion, vous êtes coach, je le rappelle. On a vu des pratiques sportives un peu individuelles, imaginées comme ça à la hâte, parfois dans une cuisine, etc. C'est un phénomène qui s'est, au fond, qui s'est exercé pendant cette crise. Est-ce que vous l'avez constaté? Est-ce que vous-même, dans votre rôle de coach, vous avez aujourd'hui une clientèle nouvelle? Ah ouais, oui, totalement. Les gens ont pris conscience, d'abord, ils avaient du temps, donc effectivement, ils n'avaient plus cette excuse-là, on va dire, pour ne pas faire de sport. Mais ils ont pris conscience, en fait, qu'on pouvait avoir une accessibilité assez facile, et les coachs eux-mêmes se sont très vite adaptés, d'ailleurs, au sport. Alors, maintenant, est-ce que ça va être une économie durable? Parce que finalement, il y a des plateformes qui se sont créées, il y a vraiment des choses qui se sont créées, donc une vraie économie qui s'est créée en parallèle. Maintenant, est-ce que ça va être durable? Moi, ce que j'ai comme retour, c'est qu'il n'y a quand même pas le contact. Et, voilà, on aime le sport parce qu'il y a le partage, parce qu'il y a la communication, il y a quelque chose voilà, c'est vraiment le partage que l'on n'a pas derrière un écran. Mais effectivement, on a vu quand même cette nouvelle activité complètement émerger, l'euphorie, même presque pendant le confinement, à se mettre à faire du sport, effectivement, avec son pack d'eau, avec tout et rien, en fait.
Vous voulez rajouter quelque chose, Christophe? Oui, non, si vous me permettez, effectivement, parce qu'on est très pessimiste depuis le début de cette émission, et je pense qu'il faut souligner ce qui vient d'être dit. Réaliste et malheureusement réaliste, effectivement, mais il faut quand même souligner une chose, c'est que même si on ne connaît pas grand-chose de ce virus-là, ce qui semble se dessiner, c'est que les personnes qui ont été les plus durement touchées, les plus gravement affectées, sont les personnes qui présentaient des facteurs dits de comorbidité, comme l'obésité, comme le diabète, etc., ou les maladies cardiovasculaires. Et il faut souligner que sur ces maladies-là, la pratique d'une activité physique et sportive a des vertus exceptionnelles. Donc il faut pratiquer, quelle que soit d'ailleurs la pratique que l'on souhaite, dans une salle privée, tout seul ou en club, il faut que les gens pratiquent parce qu'ils se préparent, ils se prémunissent contre ce virus-là également. Merci pour cette vision optimiste, Christophe Lepetit. Alors, M. Ponto, pour rester dans l'optimisme, c'est une question que je vous pose. On parlait avec Saïd Njimi du risque que les licenciés, et surtout les jeunes licenciés, peut-être que les enfants ne viennent pas, par crainte, les parents. Est-ce que dans le milieu du rugby, dans les écoles de rugby, je sais que vous êtes un peu loin de ça, mais est-ce qu'il y a déjà un frémissement comme ça, une inquiétude, une peur des parents, emmener les enfants dans les clubs? Non, pas du tout. Les jeunes et les enfants, ils sont très demandeurs. Je vois avec l'association, ils sont excessivement demandeurs de commencer les championnats, de s'entraîner. Ils s'étaient pressés de démarrer, ils demandaient les dates. Non, pas du tout. Ça, on le voit pas. Les jeunes ont un comportement par rapport à ça, et c'est naturel. Je veux dire, c'est absolument naturel, et je dirais, on est programmé comme ça. Eux, ils vont de l'avant. C'est vrai que médicalement, c'est probablement des sujets moins à risque, comme on dit, mais peu importe. On voit pas ça. Et tant mieux. Je veux dire, ça, c'est le côté positif des choses, c'est que de toute façon, là, tout ce qu'on vient d'énoncer, c'est des problèmes. Bon, les problèmes, on est là pour les surmonter. On sait tous que on va vers des mois et un temps difficile. Je dirais que pour un président ou pour d'autres, que ce soit amateur, professionnel, peu importe, c'est essayer de voir devant. Et ce qu'il y a de pire en ce moment, c'est ça. C'est ce manque de visibilité, ce manque de perspective. Maintenant, écoutez, ça fait quand même 6 mois que ça dure. On va s'y habituer, on s'habitue à tout. C'est la nature humaine. On est des animaux qui s'adaptent. Et après le sport, je dirais pour tous, quel que soit le sport, les sports co, mais ça a été dit, c'est quand même du partage et c'est quand même un rendez-vous social, sociétal. Voyez, il y a une crainte, mais cette crainte, elle disparaîtra parce que ce qui, à la fin, fait quand même, je dirais, l'homme, c'est ces liens. Et c'est ces liens nécessaires et vitaux. Et donc, quelque part, je dirais, nous, entreprises de sport, on est là pour donner ça. Et vous trouvez qu'on le donnera parce qu'ils reviendront à ça. Et vous trouvez reviendra à ça. Et vous trouvez qu'on ne tient pas assez compte justement de cette vocation à la fois sociale, éducative et même de santé publique, comme le disait Christophe Lepetit, du sport, dans les décisions qui sont prises par les autorités sanitaires? Ouais, je pense aussi. Je pense que après, moi, je peux comprendre. Je veux dire, il y a des stats, on est obligé d'en tenir compte. Mais en fait, les stats, c'est comme dans le sport. Je veux dire, dans le sport pro, on est bourré de statistiques. Mais si ça faisait gagner à tous les coups, voilà, on le saurait. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Donc là, effectivement, il y a peut-être une vague à laisser partir, mais après, il faudra que les autorités quand même sachent. Créer une positivité qui aura un double effet, qui aura un effet, je pense, de toute façon positif dans l'économie aussi. Et on en aura besoin. Et tout est lié, parce que je dirais une forme d'optimisme, une forme de libération, bien sûr, avec la force de l'habitude de quelques règles sanitaires, mais je pense qu'il faut y aller et il faut continuer à avancer. Moi, c'est mon opinion. On ne peut pas tout figer, tout arrêter. C'est pas possible, que ce soit pour le sport ou le reste. Vous avez, avec d'autres présidents, rencontré le Premier ministre à Matignon la semaine dernière. On y reviendra. Vous nous direz ce que vous lui avez demandé. On parlera évidemment de la jauge, parce que c'est un des aspects essentiels pour le rugby. Mais Saïd Njimi, avant cela, au fond, évidemment, vous nous disiez les clubs, les partenaires, les enseignants, les éducateurs sont aujourd'hui tous mobilisés pour faire en sorte que les choses se passent bien. Mais que fait la Ligue? Est-ce que vous avez comment vous sensibilisez les éducateurs? Est-ce qu'il y a des stages? Alors d'abord, on est très positif dans un contexte anxiogène. Je crois que c'est naturel de dire la vérité et de dire qu'on s'inquiète évidemment d'un manque de licenciés, en particulier chez les tout jeunes, parce que les parents auront peut-être peur. Et effectivement, c'est notre rôle, c'est mon rôle aujourd'hui. Mais ça, vous l'avez constaté déjà? Alors, on commence à le ressentir. Et donc, tout le travail, si vous voulez, qui est le nôtre, pour répondre à votre question, c'est justement de rassurer
avec des clubs sérieux. L'ensemble des dirigeants, tous nos clubs sont sur le pont et respectent à la lettre les gestes barrières et les consignes sanitaires. Vous savez, c'est toujours la même histoire. C'est quelques-uns qui mettent en difficulté le contexte général. Donc je voudrais juste dire à ces quelques-uns qu'il faut absolument qu'on soit tous respectueux. Je rabâche souvent ce contexte-là parce que c'est la base de tout. Et une fois qu'on a dit ça, la Ligue, évidemment, est au soutien des clubs par la fourniture de masques, par la fourniture de virucides et de gel hydroalcoolique. On a de la chance, le football, on est peut-être un petit peu plus nombreux et donc avec des ressources peut-être un tout petit peu plus importantes que les autres sports dont il faut dire aujourd'hui qu'ils sont dans la difficulté. Je pense surtout au sport d'intérieur, hand, basket en particulier. Je pense qu'ils auraient beaucoup à dire aussi. Donc la Ligue, c'est ça. La Ligue, c'est bien sûr essayer de trouver un point d'ancrage avec l'Agence régionale de santé pour que l'on puisse avoir des compétitions qui puissent se dérouler. Et puis, bien évidemment, être à la disposition des clubs amateurs, en particulier ceux qui auront des grandes difficultés financières, puisqu'on a opté pour le principe de souscrire un prêt garanti par l'État à hauteur d'1 million d'euros au niveau de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, pour être en quelque sorte la Ligue de football pro au profit de ces clubs pro, à un degré évidemment moins important, de telle façon à ce qu'on puisse, à la fois sur le plan humain, en soutien moral, mais aussi sur le plan matériel, faire en sorte que cette période, on puisse la traverser le mieux, pour maintenir en vie nos institutions, qui, je le rappelle, si elles sont mises de côté pendant plusieurs mois, risquent de détruire justement le lien social, la mixité. Vous savez, dans un petit club rural de 800 âmes, avec une ville de 800 âmes, sans le club de foot, sans le club de rugby, il n'y a plus grand-chose qui se passe le dimanche. Donc si jamais malheureusement on n'arrive pas à maintenir ça... Et vous avez des situations un peu difficiles, tendues, un peu dramatiques, Saïd N'Jie? Ah oui, tous les jours. Et en fait, c'est plus de la peur que véritablement autre chose. Et puis la peur, c'est le sentiment le plus puissant c'est plus fort que l'amour, c'est plus fort que tout. Donc il faut corriger la peur, il faut être positif, il faut être à l'écoute des gens, les aider. Il y a des mairies, par exemple, qui n'ont pas les moyens de fournir des masques et du gel hydroalcoolique à leur petit club rural. Il faut qu'on soit là. Exactement, et c'est tout un tas de choses. J'oublie pas les districts aussi, parce qu'on a une ligue régionale et on a aussi des départements, des districts en fait, qui s'occupent des clubs pour les compétitions départementales. Et c'est tout ce microcosme qui est à la... Tout le monde doit partir, parce que vous parliez des strates, les départements, les fédérations. Au fond, tous les championnats doivent reprendre la date. Alors, on peut échelonner les Alors, on va faire ce qu'on peut. Tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très vrai. On va plutôt partir du principe des cas valides et non pas des positifs. Alors, vous disiez tout à l'heure 3, c'était ce qu'espérait la Fédération française de football, mais l'ARS dit à partir du premier cas. Ouais. On fait les cas contacts, etc. Donc, voilà la doctrine du moment. Mais ensuite, derrière, une fois qu'on a dit ça, on va nous proposer aussi un système de joueurs valides. Et si l'équipe dispose de 13 joueurs, parce qu'on joue à 11 au football, on jouera. Et malheureusement, très souvent en semaine. Donc c'est ce qu'on va proposer au club, en espérant pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure... En condition que ça soit validé par les autorités de santé publique. Alors, ce qu'on espère être validé par les autorités de santé, c'est le fait comment dirais-je, qu'on puisse être en appui et en soutien à la détection des cas contacts à risque. Parce que pour l'instant, l'ARS est débordée, on se met à leur place. On souhaite, nous, recruter des médecins au sein de la Ligue de telle façon à être au soutien de l'ARS et ne pas être considérés comme des pourvoyeurs de cas de Covid. D'accord. C'est un petit peu ça la peur, si vous voulez. Donc nous, j'espère qu'on sera écoutés, voilà. Ouais. En tous les cas, vous êtes convaincant, président. J'espère. Justement, alors avec toutes ces contraintes, Christophe Le Petit, on voit bien qu'il y en a beaucoup. Il faut s'émanciper de toutes ces contraintes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, au fond, de voir les intérêts économiques passer devant le principe de précaution, parfois? Parce que tout le monde est vertueux dans le sport, mais... Oui, je pense que ce sont des débats qui ont eu lieu très tôt. En fait, dès qu'on a commencé à parler de confinement, de mise en pause des championnats, je pense justement que ce qui s'est passé sur la fin de saison dernière montre que désormais, et le cas le plus emblématique a été celui du football, qui a beaucoup fait parler, la non-reprise des championnats professionnels de football, ça a démontré qu'aujourd'hui, ce sont les intérêts de santé publique et sanitaire qui passent avant tout le reste. On a arrêté l'économie française pendant 2 mois et demi. C'est quelque chose qu'on n'avait quand même pas vu, encore une fois, depuis, je pense, la période de guerre mondiale. Donc non, je ne pense pas que les intérêts économiques supplanteront les intérêts de santé. Maintenant, je pense que nous sommes dans une seconde phase de cette épidémie, de cette pandémie, et qu'il faut trouver un équilibre entre ces intérêts primordiaux de santé et puis des intérêts économiques, puisqu'on parle quand même de la survie de tout un écosystème. Le sport, c'est un grand ensemble. Alors le sport amateur,
amateur, la pratique sportive libre et le sport professionnel. Et il faut penser à la survie de cet écosystème-là. Donc il faut trouver le point d'équilibre acceptable par tous, acceptable sur le plan sanitaire, pour faire en sorte qu'il y ait de moins de casse possible. Parce que le sport, tant le sport amateur que le sport professionnel, c'est effectivement de l'économie, mais c'est aussi bien plus que ça. On en a déjà parlé, de la santé, du lien social, et c'est extrêmement important, encore plus dans la période que nous vivons, qui a été très très anxiogène pour notre pays. Bernard Pontenot, vous avez rencontré la semaine dernière le Premier ministre à Matignon avec, je crois, 3 autres de vos confrères, présidents de clubs de top 14. Vous y êtes allé pourquoi ? Tout simplement pour expliquer quand même notre spécificité rugby, que j'ai brièvement expliqué tout à l'heure, avec, disons, une faiblesse quand même des droits TV. Et disons une exposition quand même, qui est la nature un peu de notre sport, un petit peu aussi ses origines, et l'origine des clubs qui sont très très ancrés dans leur territoire. Donc nous on est parfait exemple, si vous voulez, avec d'autres, mais de la grande messe sociale et sociétale du week-end. Et les gens viennent pour ça. Je veux dire, dans les stades de rugby, à l'heure actuelle, les statistiques, c'est 35% de femmes. Je dirais, bien sûr, elles viennent voir des athlètes probablement, mais c'est pas des fans forcément de rugby au départ. Mais il y a tout un contexte, si vous voulez, qui les amène, ne serait-ce que justement par rapport à ce grand rendez-vous. Ce qui fait l'essence, mais ce qui fait aussi la beauté de ça. Et ça vient d'être dit, je dirais que c'est quelque chose aussi qui a été compris dans les ministères et qui a été bien compris et qui fait aussi partie de ce besoin, de cette reconstruction qu'on va avoir. On a arrêté un pays, même pendant la guerre, le commerce. Ça oui, non, mais je vous entends, Président. Pas arrêté. Et donc, si vous voulez, nous, au niveau des clubs, on a quand même dit globalement, c'est quoi une économie d'un club dans son territoire ? Il y a un ruissellement. Monsieur Le Petit connaît bien ça. Je dirais, il y a un impact direct, un impact indirect. L'impact direct, si vous voulez, nous, c'est de l'argent qui est complètement redistribué. Tous les week-ends, il y a 400 personnes qui travaillent dans un stade. Ou 500 personnes à Pau. Donc, il y a 250 personnes en intérim employées par le club. Le reste, c'est des sous-traitants. Et c'est des sous-traitants en convivialité, je dirais, c'est-à-dire en hospitalité. Donc, vous voyez, il y a toute une économie. Et là, je dirais, le ministère est très sensible à tout ça, parce que automatiquement, il y a un impact global. D'accord, mais il est sensible, Président. Mais qu'est-ce qu'il vous demandez quoi par rapport à ça ? Parce qu'on a bien compris, le plaidoyer... ce qu'on demande, c'est de prendre en compte tout cela. Et si vous voulez, parce que nous, le problème est simple, il a été énoncé. S'il y a huis clos, on est mort de suite. Oui. Thierry Lacroix a dit, au bout de 2 matchs, je ne sais plus ce qu'il a dit, c'est fini. Moi, j'ai dit, au bout d'un mois, on ne prend plus le bus, on ne peut plus payer le bus. Donc, c'est ça. La réalité, elle est là. Si c'est des jauges à 5 000, 6 000 ou 8 000, c'est-à-dire si on ne peut pas recouvrir ces jauges-là, eh bien, on a une masse salariale et des charges qui ont été compressées, mais je dirais, on est sur des contrats de 2, 3, 4 ans, donc qui sont assez incompressibles, puisque 85% des charges, c'est notre masse salariale. Donc, même si les acteurs ont fait un effort, la plupart des clubs ont baissé de 15 à 20% les masses salariales, c'est pas suffisant. Derrière, avec ces produits-là, on ne peut pas couvrir. D'accord, donc derrière, les fonds propres du rugby... Oui. Alors, les fonds propres du rugby sont ce qu'ils sont. On ne pourra pas couvrir. On a couvert l'année dernière, on ne pourra pas couvrir cette année. Donc, voilà, le truc est simple. Donc, si vous voulez, cette spécificité, et il y a une spécificité relative à tous les clubs, ou du moins à tous les sports, et on est venu expliquer notre modèle économique et dire, voilà, le modèle économique est en danger. Est-ce que vous en voulez la disparition ? Dites-le de suite. La plupart des présidents, c'est des bénévoles, actionnaires. On y met de l'argent, mais on ne va pas pouvoir en mettre indéfiniment. Donc vous avez demandé des dérogations ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Les dérogations, que ce soit bien regardé par les préfets. Les préfets font le job, mais les préfets font le job avec les paramètres que j'ai énoncés au départ, et aussi avec, je dirais, l'autorité nécessaire qu'il faut par rapport à ce contexte sanitaire. Et puis le deuxième point, c'est on a dit, écoutez, le sport globalement, et le rugby bien sûr, a besoin d'une aide et d'un accompagnement. Voilà, c'est tout simplement. On est des entreprises de sport, de spectacles vivants, de sport, et à ce titre, si vous voulez, on a effectivement demandé une aide qui est nécessaire. Je peux vous donner un chiffre si vous le souhaitez. On a fait un calcul tout simple, c'est 35 millions d'euros cash de pertes jusqu'à fin octobre, et si on monte jusqu'à décembre, il y aura un impact qui s'évaluera probablement à 70 millions d'euros. Voilà, et avec l'inertie derrière. Donc, si vous voulez, ça sera beaucoup plus fort, et ça, on ne pourra pas l'absorber. D'accord, juste un mot, parce que vous aviez évoqué tout à l'heure en début d'intervention les droits télé, puisque
qu'au fond, c'est un des aspects qui caractérise le rugby. Vous avez moins de droits télé qu'en football. Vous en avez parlé au Premier ministre ? Oh, écoutez, ça c'est notre marché. Non, on n'a pas parlé de ça. C'est pas l'objet. Mais vous souhaiteriez que les droits télé soient un peu plus importants, comme le sont pour le foot ? Ouais, alors là, je vais le dire globalement. Bien sûr qu'on le souhaiterait. Bien sûr qu'on le souhaiterait, mais je pense qu'il faut que... Globalement, les droits télé et l'exponentiel relatif à ces droits télé, c'est quoi ? C'est aussi l'impact global mondial relatif à un sport. Et le foot bénéficie de ça. Donc le rugby, c'est le 2e sport en France, mais c'est pas dans tous les pays. Ok ? Il y a des pays, c'est le cricket, etc., etc. Et ou le baseball, ou que sais-je. Et donc, si vous voulez, il faut avoir ce modèle global et ce modèle médiatique global que le rugby n'a pas encore. Et c'est là où je dirais les droits télé pourront monter. Dans le cas présent, si vous voulez, le top 14, si je prends le top 14, c'est le championnat le plus payé de la planète. Voilà, pour le moment. Donc nous, modestement, regardons ce qu'on peut faire chez nous. On essaiera de garder ce championnat au plus haut niveau possible, de telle manière à ce que ça reste le premier championnat de la planète. Et je pense que les diffuseurs ne s'y tromperont pas pour cette progression. Mais si on regarde la progression du rugby depuis qu'il est devenu professionnel en 98, c'était hier, on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Et de toute façon, c'est peut-être aussi notre modèle économique d'avoir cette balance entre le droit télé et je dirais ce qui fait notre marché, que moi j'appelle le marché de la convivialité. Voilà, c'est tout. Très bien. Marion, on va peut-être se projeter. Qu'est-ce qui peut rester de ce virus dans la pratique du sport, dans l'organisation, dans les salles ? Est-ce qu'on va mettre en place des procédures qui vont rester ? Alors, ça oui. Je pense que c'était un petit point noir qui existait déjà dans les salles de sport, ça c'est clair. Donc déjà, on va prendre un peu conscience peut-être de l'hygiène, ça c'est une première évidence. Après, moi je suis pareil, une nature très optimiste et je pense que petit à petit, il y aura une reprise progressive. Je pense que c'est tout bête, mais la saison n'incitait pas les gens à retourner en salle de sport non plus. On a favorisé le sport à l'extérieur, on pouvait encore continuer avec des coachs virtuels à l'extérieur. Moi-même, je n'intervenais plus en salle, j'avais une demande plus importante sur l'extérieur. Mais après, je pense que je suis plutôt assez optimiste et pour penser que le retour à la normale va... Mais ça a été dit, on n'est pas malheureusement médium, on ne peut pas savoir dans 2-3 mois ce qui va se passer. Ouais. Saïd N'Jimi, les embrassades, les accolades en fin de match, ça y est, ça fait partie d'un autre monde. Non. Alors juste pour remettre les choses dans leur contexte, la Ligue de foot, c'est 200 000 licenciés, 10 millions d'euros de budget, 50 salariés. Je voudrais le repréciser pour que les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure puissent trouver une explication. Mais non, les embrassades, il faut juste les mettre de côté pendant quelque temps. Il faut juste être sérieux le temps que cette période de Covid passe. Moi, j'ai arbitré très longtemps au foot à très haut niveau. Je sais ce que c'est, les embrassades, le moment de convivialité, pardonnez-moi, etc. Mais c'est justement ce à quoi on doit être attentif, se poser la question pendant quelques mois. Est-ce que c'est pas pertinent de faire attention afin de sauvegarder nos institutions pour demain s'embrasser encore plus fort ? Parce que justement, on aura une vraie belle expérience de vie. Et je pense que ça va nous servir à tous les niveaux, au niveau de l'hygiène, mais aussi au niveau de la sauvegarde de ce qui nous représente tous, ces moments de convivialité, ce que disait le président, cette hospitalité, cette envie d'aller au stade. Il faut qu'on soit aujourd'hui très sérieux et très engagé pour que justement on puisse se prémunir d'un arrêt des compétitions, il faut le dire. C'est ça notre crainte la plus absolue à l'heure où je vous parle. Christophe Le Petit, un mot d'optimisme aussi pour rejoindre ce que disait Saïd N'Jimi. Oui, écoutez, non, le mot d'optimisme, c'est d'une part que le sport a un rôle fondamental à jouer dans notre société, vecteur de lien social, animation des territoires, promotion des territoires, facteur de santé, etc. Donc je pense que là-dessus, si le sport s'organise autour de ces éléments-là, il s'en sortira bien. Et il trouvera véritablement sa place et on arrêtera toujours de se poser la question de savoir si c'est une simple variable d'ajustement dans les budgets publics et on le soutiendra à la hauteur qui doit être la sienne. Très bien, il nous reste 30 secondes. Président Pontenot, je vous dis au revoir. Le prochain match de la section paloise, c'est Agen. Vendredi soir. Vendredi soir. Bon match, Président, et merci d'avoir participé à cette émission. Merci à tous les trois sur ce plateau, à tous les quatre, d'avoir apporté votre éclairage. Et puis vive le sport. Merci.